Cette semaine, on va parler d'un date Tinder qui a tourné au vinaigre, la tentative d'union de la gauche pour 2022. Car alors que logiquement la gauche devrait envisager 2022 comme ça, il se retrouve pour le moment comme ça. Alors, qu'on se le dise tout de suite avant d'aller plus loin, si c'est le bordel à gauche, à droite, c'est pas non plus le remake de Love Actually. À un an de la présidentielle, non seulement les Républicains n'ont pas de candidat désigné, mais surtout, ils n'ont aucune idée de comment ils vont en désigner un. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Mais si la droite est infoutue d'organiser une élection de délégué de classe de niveau 3ème B, à gauche, on en est encore au stade où ça tente de charroter en toute décontraction. Mais tout d'abord, petit rappel historique. On a peut-être du mal à le croire aujourd'hui, mais il fut un temps pas si lointain où la gauche était au pouvoir en France. En 2012, elle contrôlait l'Élysée, l'Assemblée nationale, la majorité des régions et départements, et même le Sénat dont la devise officielle est pourtant plus à droite que ta prostate. Mais en l'espace de 10 ans, pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer, tout s'est pété la gueule. Et à un an de l'élection, les sondages sont catégoriques. La seule chance de la gauche pour éventuellement arriver au second tour de l'élection présidentielle, c'est de parvenir à une candidature commune qui irait de LFI au Vert en passant par le PS et le PCF. Et Benoît Hamon. Qui est donc Benoît Hamonis, l'Imperator Frenzonius Maximus. Et c'était précisément l'objet de la réunion qui s'est tenue à l'initiative de Yannick Jadot le 17 avril dernier, essayer de se mettre d'accord sur un nom. Spoiler! Ça n'a pas marché. Alors pour comprendre les ressorts de ce polyamour avorté qui n'a rien à envier à une telenovela sous l'exomile, je vous propose un petit tuto pour ceux qui se demanderaient comment bien rater une négociation en vue d'une élection. Alors, je sais ce que vous allez me dire, Isabelle, travailler avec des gens qu'on n'aime pas, c'est pas le truc le plus difficile au monde, ça s'appelle juste la vie. Mais quand on parle de gens qui ne s'aiment pas à gauche, on ne parle pas de vous vaguement vénère contre Micheline de la Conta qui vous a piqué la dernière panna cotta à la cantine. Non, on parle de la bonne grosse couscoussière pleine à craquer. Car ces dernières années, l'histoire de la gauche a été une longue suite de trahisons, coups bas et de subs lancés dans la presse qu'on pourrait résumer ainsi. En 2017, Yannick Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, avait accepté de se rallier à Benoît Hamon pour la présidentielle. Alors que Frenzonius Maximus était devant dans les sondages, il a voulu la jouer gourmand et téméraire et récupérer Jean-Luc Mélenchon dans son escarcelle avant de se prendre un vent digne d'une tornade équatorienne. Au final, si Mélenchon a fini avec 19%, Hamon a récolté le score semesque de 6%. Ronchon contre son ancien parti, il fonde alors Génération pour tenter de peser dans le game politique. Mais en 2019, coup de théâtre quand les Verts passent devant LFI aux européennes avec le score phénoménalement pas si terrible de 13%, laissant notre Benoît dans les choux avec seulement 2%. Génération? Non non. Et pour rajouter du bordel au foutoir, depuis les municipales de 2020, Anne Hidalgo et Éric Piolle, oui le maire de Grenoble, se voient bien tenter leur chance en se disant sans doute « Si François Hollande l'a fait, alors pourquoi pas moi ?» Car oui, François Hollande a été de gauche. Ha! Quelle vie! Mais attention, pour rater une négociation, il ne suffit pas d'avoir un passif orageux et un ego visible depuis la lune. Non! Encore faut-il connaître le deuxième secret de la foirade. Car en creusant un peu, on se rend compte que si tout ce beau monde ne peut pas se piffrer, c'est peut-être en raison d'un problème bien plus grave qu'un simple « j'aime pas ta gueule », ils ne sont d'accord sur rien. À tel point qu'il faudrait des heures pour recenser les dizaines de sujets de désaccord majeurs entre les différents partis de gauche qui ont largement contribué à l'océan d'emmerde qu'a été le mandat de François Hollande. Et même sur des sujets insolites, la gauche trouve encore le moyen de s'embrouiller. Vous l'avez peut-être oublié, mais en 2015, Hollande avait dû recadrer Manuel Valls sur le sujet chaud qui agitait le PS à l'époque. Fallait-il convoquer Benzema en équipe de France? D'ailleurs, Manuel Valls est revenu sur cette déclaration à la suite de la récente sélection de Benzema en déclarant avec la hargne du Jack Russell auquel on a retiré un os de poulet, c'est son attachement au pays dont il porte les couleurs qui sera observé. Joufflu pour un ancien député français ayant lâché ses mandats pour aller tenter sa chance à Barcelone avant de se prendre une branlée. Benzema, lui, au moins, il a percé en Espagne. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est de se dire que Manuel Valls a lui aussi été de gauche. Mais même lorsqu'on est d'accord sur rien, il manque un dernier ingrédient pour faire en sorte qu'un ratage soit bien complet. Car malgré une situation tendue, on pourrait se dire que par accident, une négociation peut toujours aboutir à un accord. Par exemple, en priorisant les sujets les plus importants, en faisant des compromis, voire, soyons fous,
des concessions. Mais c'est sans compter sur ce qui fait le sel d'une excellente négociation ratée, le manque de bonne volonté. Tout d'abord, il faut savoir que cette réunion n'avait même pas d'ordre du jour. Vous voyez toutes ces fois où vous vous dites au taf « ça aurait pu être un mail ». Eh bah, ça aurait pu être un mail. L'enthousiasme était tellement au rendez-vous que Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs préféré sécher le week-end d'un thé pour une tournée en Amérique latine, en qualifiant aimablement la réunion de numéro de claquette. Et clairement, si en pleine pandémie tu préfères mettre 15 000 km de distance entre toi et les cadres du PS, c'est vraiment que t'as pas l'intention de concéder grand chose. Une ambition dépressive qu'on retrouve chez Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui a résumé cette glorieuse réunion en disant « Nous nous sommes réunis pour la première fois depuis longtemps et c'est une bonne nouvelle en soi ». On parle de s'asseoir autour d'une table, Olivier. C'est l'un des 10 événements les moins impressionnants de France. Pourtant, après ce fiasco magnifico d'avril, certains des poids lourds de la gauche se sont une nouvelle fois réunis le 24 mai, mais cette fois-ci uniquement en visioconférence. Est-ce que vous m'entendez? Et oui, la baisse des moyens suit souvent celle des ambitions. Et l'idée d'une union autour d'une candidature présidentielle unique semble de plus en plus compromise, puisque Jean-Luc Mélenchon a d'ores et déjà annoncé la sienne, et que même le Parti communiste a décidé début mai de la jouer solo pour 2022. Ce qui constitue une petite révolution en soi, puisque lors des élections de 2012 et 2017, le PCF avait soutenu Jean-Luc Mélenchon. Révolution, communiste, jeu de mots. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Eh bien que la politique, c'est compliqué. Et grâce au dîner de Noël, chacun sait qu'il est aisé de réunir des individualités fortes autour d'une table, mais que le plus souvent, on repart avec le seum en bandoulière et des sels de bain qu'on n'avait pas vraiment demandé, ou une gastro. Et s'il est difficile pour la gauche de se mettre d'accord sur un nom, c'est peut-être parce que vu la différence de leur programme, ils n'ont pas forcément vocation à se réunir en l'état. Et finalement, le risque pour eux, c'est qu'en 2022, choisir un candidat de gauche, ça soit comme choisir un programme sur Netflix, traîner des heures pour en choisir un qui te plaît, avant de regarder pour la 200e fois le même épisode de Friends, ou le reboot si tu préfères Salto. Bref, bon courage la gauche.